Bienvenue dans cette nouvelle exploration approfondie. Aujourd'hui, on se plonge dans des extraits assez marquants du livre de Nicolas Sarkozy, Le temps des tempêtes. Ça couvre vraiment les débuts intenses de sa présidence, 2007-2008. Oui, bonjour. Alors, notre mission, si on peut dire, c'est d'essayer d'extraire la substance de ses mémoires, comprendre un peu sa perspective sur son arrivée au pouvoir, son style, les événements clés, et puis ses relations aussi. Tout à fait. Et ce qui frappe d'emblée, je trouve, dans les premiers passages, c'est ce ton assez introspectif. Il y a cette métaphore des tempêtes et puis une fascination qu'il assume pour l'adrénaline de la crise. Il écrit même « Tant de fois j'ai cherché en même temps que redouter cette montée d'adrénaline ». Oui, et c'est important, je crois, de bien cadrer les choses dès le départ. Ce sont des souvenirs personnels, donc c'est un récit subjectif, forcément. Bien sûr. Notre but ici, c'est pas de dire si c'est vrai ou faux historiquement, mais plutôt de décrypter cette perspective unique qu'il nous livre à travers ces extraits. Comment il se met en scène, en fait? Comment il raconte son expérience du pouvoir à ce moment-là? Alors justement, entrons dans cette expérience. L'arrivée à l'Élysée, il la décrit avec une intensité extrême. Les mots sont forts. Au pied du mur, il dit être parfaitement conscient d'être au bord d'un précipice. On sent une impatience, oui, mais mêlée d'une sorte d'appréhension. Et surtout, ce besoin d'intensité. Il va jusqu'à écrire « C'est au cœur du cyclone que l'on se sent le plus vivant ». Qu'est-ce que ça nous dit, ça, sur sa vision de l'action politique ? Ça dessine, je trouve, une conception du leadership qui est très liée à la gestion de crise. Presque à sa recherche, par moment. Ah oui. Oui, et il identifie lui-même ce qu'il appelle un paradoxe. C'est intéressant. Il dit rêver d'une vie remplie de fureur tout en aspirant à la quiétude d'un foyer familial serein et stable. D'accord. Mais, loin d'être une contradiction qui le paralyse, ces extraits suggèrent plutôt qu'il trouve une énergie là-dedans, dans cette tension. C'est un peu comme si le risque, l'intensité, c'était le carburant nécessaire pour lui. Et cette énergie, on la voit tout de suite le jour de l'investiture. Il y a cette anecdote, la descente des Champs-Élysées, où il fait arrêter la voiture pour aller voir la foule. Il dit que c'est le moment que j'ai préféré. Oui. Il crie « Je me sentais dès l'heure. Enfin, j'avais réussi à être aimé d'eux ». C'est vraiment une recherche de communion. Et ça contraste énormément avec le récit de la passation au Conseil constitutionnel avec Jean-Louis Debré. Là, c'est glaçant. Sa détestation à mon endroit suitait de toute sa personne. C'est très direct. On voit bien les deux facettes, la recherche du lien direct avec les gens et puis la confrontation aux inimitiés du pouvoir. Et ça s'accompagne aussi d'une réflexion sur le pouvoir lui-même. Il y a cette phrase qui m'a marqué, celle-ci, les paroles s'envolent et ne restent que les faits, les décisions, les actes. Oui, ça pose d'emblée une priorité à l'action concrète, presque une méfiance vis-à-vis de la parole seule. Et c'est assez cohérent avec l'image qu'il va endosser après, celle de l'omniprésident. Justement, l'omniprésident. Ce terme, au départ, il était plutôt critique, mais il le reprend à son compte. Il écrit qu'il assume que l'ensemble du système repose sur ses épaules. Il admet que ça peut être une faiblesse, mais il dit « j'y étais prêt ». Est-ce que le texte donne l'impression que c'est un choix stratégique ou c'est juste sa personnalité ? Je pense que les extraits suggèrent un peu les deux. Il y a la description de ce sentiment au début, de ne plus s'appartenir. Il dit « pas une minute sans que l'on demande une instruction, une signature, un avis ». D'accord. Et face à cette pression, plutôt que de la subir, il semble l'accepter, l'intégrer à sa façon de fonctionner, et ça rejoint sa réflexion sur la transparence qu'il juge nécessaire pour sa vie privée. Il anticipe que ce sera différent de Mitterrand, notamment à cause de sa situation familiale qu'il décrit comme plus que bancale à l'époque. Oui, il en parle. Donc, il semble accepter cette surexposition comme faisant partie du job, quoi. Cette volonté d'incarner la fonction, alors comment ça se traduit dans ses relations internationales dès le début ? L'Allemagne, Merkel, ça semble être la priorité numéro 1. Ah oui, absolument. La première rencontre est un peu cocasse, avec cette quinte de tout, mais au-delà de ça, il y a une ligne très claire. Ne jamais critiquer Merkel publiquement. On ne doit pas dire du mal de l'Allemagne. Il présente ça comme une décision stratégique majeure. Tout à fait. Il insiste là-dessus. La relance de l'Europe, pour lui, ça passait d'abord par la confiance entre Angela Merkel et moi. Et les extraits décrivent une approche très méthodique, presque calculée. C'est-à-dire ? Il analyse sa personnalité. Il la voit comme une redoutable tueuse à sang-froid si on la provoque, mais quelqu'un qui respecte la franchise. Il cherche les points de contact, comme ce fameux jogging matinal qui avait déplu à Chirac. Oui, je m'en souviens. Tout en étant conscient que c'est difficile. Il veut aller vite, lui, mais il ne faut pas la brusquer. Elle. Il parle de quadrature du cercle.
L'objectif, c'est clair, bâtir une confiance personnelle pour faire avancer l'axe franco-allemand. C'est fondamental pour lui. Et cette stratégie calculée, est-ce que le texte dit si ça marche vite ou si c'est un travail de longue haleine? Alors, le récit de leur première conférence de presse commune, celle qui se termine par une embrassade assez remarquée, Ah oui, il présente ça comme un premier succès. Ça suggère que cette approche directe, même si elle a pu surprendre, a permis de créer rapidement un lien personnel. Et ce lien, il le juge essentiel pour la suite. si l'approche avec Merkel est décrite comme prudente, stratégique, le récit de la relation avec Vladimir Poutine, lui, semble fait d'anecdotes plus personnelles, parfois un peu déroutantes même. C'est vrai, le ton change un peu. Il y a cette anecdote du carré de chocolat qu'il se dispute au G8. Apparemment, ça brise la glace, elle les fait éclater de rire. Hmm. Ensuite, il y a cet engagement qu'il dit avoir pris de ne pas créer de coalition anti-Russie, parce que selon lui, l'Europe avait besoin de la Russie. Mais le moment clé qu'il met vraiment en avant, c'est l'histoire du terrain pour la cathédrale orthodoxe à Paris. Ah oui, pourquoi ça? Il présente ça comme l'acte fondateur de la confiance. Il dit avoir définitivement gagné la confiance du président russe grâce à ça. Et il y a aussi cette discussion sur les Pussy Riot. Il raconte qu'il aurait conseillé leur libération, Oui. oui, et que Poutine l'aurait écouté et l'en aurait remercié après coup. Quelle image de Poutine ça donne finalement dans ces passages? Une image assez nuancée, vue à travers le prisme de leur relation. Sarkozy le décrit comme quelqu'un qui écoute la contradiction, mais seulement s'il n'y a pas de pression extérieure. Quelqu'un de réservé, peut-être timide, il dit même. Timide, Poutine. C'est ce qu'il écrit. Et les anecdotes comme la conduite en 4x4 ou la machine à café qui marche pas, ça vise à montrer un côté plus humain, presque informel. Loin de l'image publique, quoi. La stratégie, là, c'est clairement de montrer qu'un lien personnel direct peut permettre de dépasser les postures officielles. Et cette importance du lien personnel, on la retrouve aussi avec les Américains, les Britanniques. Oui, très nettement. L'épisode où il trouve George W. Bush épuisé, évanoui sur un canapé au G8, Oui, il raconte ça, hein. et l'incident reste discret. C'est raconté pour souligner une forme de proximité, de confiance dans les coulisses. Il note aussi la chaleur de Condoleezza Rice, et puis la très bonne entente avec Tony Blair qu'il décrit même comme étant à sa droite. Carrément. Et la visite chez les Bush père et fils, à Kennebunkport, elle est particulièrement mise en avant. L'ambiance informelle, les jeans, le barbecue, le hors-bord. Il y a même le détail de la glace au café, ton dessert préféré que lui sert Barbara Bush. Ah oui, c'est précis. Tout ça pour aboutir à une discussion avec les deux présidents Bush sur l'histoire franco-américaine, Lafayette, les liens indissolubles. L'objectif derrière cette mise en scène de la proximité, surtout avec les Bush, il semble assez évident, non? Oui, oui. Il s'agit clairement de montrer que les liens sont rétablis après les tensions de la guerre en Irak. C'est une façon de signifier, regardez, la France est de retour comme partenaire clé des États-Unis, et de réaffirmer l'Alliance Atlantique, mais sur un pied d'égalité retrouvé, grâce à cette connexion personnelle qu'ils mettent en avant. Bon, après toutes ces manœuvres diplomatiques, il y avait un autre énorme chantier qui attendait sur le plan intérieur. Un sujet brûlant, l'environnement. Comment est-ce qu'il raconte le lancement du Grenelle? Alors, il le présente comme une tentative de rupture. Une rupture avec ce qu'il appelle les face-à-face stériles entre, disons, les écologistes et les productivistes. D'accord. L'ambition qu'il affiche dans ces extraits, c'est de trouver une troisième voie, concilier l'économie de marché et l'écologie. Mais tout en évitant une écologie qu'il perçoit comme gauchiste et boboisante. Ça, c'est ses mots. Et il souligne aussi qu'il reste ferme sur le nucléaire dans ce cadre. Mais il mentionne aussi qu'il se méfie du principe de précaution qui venait d'être constitutionnalisé. Le livre explore cette tension. Il l'évoque, oui. Sa critique du principe de précaution, sans risque, on ne fait rien, dit-il, ça montre bien cette tension entre la volonté d'avancer sur l'écologie et puis une approche plus pro-entreprise qui craint le blocage par excès de prudence. Et il note d'ailleurs, de manière assez pragmatique, que le remplacement d'Alain Juppé par Jean-Louis Borloo au ministère de l'écologie... Ah oui, Juppé avait perdu aux législatives. Exactement. Eh bien, ce remplacement imprévu lui a, paradoxalement, facilité la tâche pour mener le Grenelle. Borloo était peut-être vu comme un meilleur négociateur sur ce dossier-là. Cette idée de sortir des blocages, on la retrouve aussi sur le dossier européen, après le choc du non français au référendum de 2005. Oui, tout à fait. Face à une Europe qu'il décrit comme paralysée, la stratégie qu'il expose est très pragmatique. Il s'agit de reprendre les points institutionnels qui faisaient à peu près consensus dans le projet qui avait été rejeté, D'accord.
pour en faire un nouveau traité dit simplifié, ce qui deviendra le traité de Lisbonne. Le but, remettre l'Europe en mouvement. Et les extraits insistent beaucoup sur la complexité des négociations, puisqu'il faut l'unanimité. Il raconte d'ailleurs des négociations assez épiques, non? Notamment avec les frères jumeaux polonais, les Kaczynski. Ah oui, c'est un des morceaux de bravoure du récit sur ce traité de Lisbonne. Il décrit une négociation nocturne très tendue avec Lech et Jarosław Kaczynski. Il a fallu appeler Tony Blair, Jean-Claude Juncker pour faire pression. Et ça se termine par un tac, oui en polonais, arraché vraiment à la dernière minute. Intense. Oui. Mais il y a aussi des moments plus légers, comme l'échange avec Barroso, qu'il décrit comme cordial, expérimenté. Barroso lui demande de lui présenter la sœur de Carla Bruni après lui avoir offert un livre. Sérieusement, hein? C'est ce qu'il raconte. Ces anecdotes, ça vise à illustrer à la fois la complexité, mais aussi, selon lui, la nécessité du leadership et de la négociation personnelle pour faire avancer l'Europe. Sa conviction, c'est que l'Europe ne peut survivre sans leadership. Et ce traité de Lisbonne, finalement, quels acquis majeurs il met en avant dans le livre? Il rappelle les avancées institutionnelles clés. La création d'un président stable du Conseil européen pour donner plus de continuité, la nomination d'un haut représentant pour les affaires étrangères pour renforcer la voix de l'Europe sur la scène internationale, et puis l'élection du président de la Commission par le Parlement européen, qu'il présente comme un gain démocratique. Agir vite en Europe, donc, mais aussi réformer en profondeur les institutions françaises. C'était l'autre grand chantier législatif de ses débuts, la réforme constitutionnelle. Oui, un programme très ambitieux là aussi. Il détaille les points clés dans les extraits. La limitation à 2 mandats présidentiels, 10 ans ça suffit, écrit-il. La possibilité nouvelle pour le président de s'adresser au Parlement réuni en congrès à Versailles. Un rééquilibrage des pouvoirs vers le Parlement. Partage de l'ordre du jour. La présidence de la Commission des finances pour l'opposition. Il y a aussi la modification du droit de grâce, l'encadrement des nominations présidentielles par le Parlement et surtout l'introduction de la QPC, la question prioritaire de constitutionnalité. Justement, la QPC, il la présente comme une avancée majeure. Vous aviez souligné qu'il fallait peut-être préciser l'impact tel qu'il le décrit? Oui, il insiste beaucoup sur cette mesure. Pour lui, c'est un outil essentiel qui permet à tout citoyen, pendant un procès, de contester la constitutionnalité d'une loi qu'on lui applique. Ce qui n'existait pas avant. Le contrôle se faisait avant la promulgation de la loi, mais pas une fois qu'elle était appliquée. Donc pour lui, c'est une avancée fondamentale pour les libertés publiques. Même s'il déplore, selon ses mots, qu'elle soit curieusement passée inaperçue médiatiquement à l'époque. Il y voit vraiment une modernisation majeure, un renforcement des contre-pouvoirs. Mais il mentionne aussi que cette réforme globale, elle a rencontré pas mal de résistance, y compris dans son propre camp, hein. Ce n'était pas si simple à faire passer. Apparemment non. Il évoque un François Fillon peu enthousiaste, des députés réticents à l'idée de renforcer le Parlement au détriment de l'exécutif, ou très attachés à leur précaré local. Il parle aussi d'ambition contrariée. Classique, j'imagine. Oui. Il raconte même une discussion très directe, musclée, dit-il, pour convaincre un parlementaire récalcitrant. Il lui aurait lancé « Je te demande de faire de la politique », sous-entendu, de voir plus loin que les intérêts immédiats. Ça illustre bien les difficultés de mener des réformes structurelles même quand on a une majorité. Gérer tous ces fronts politiques, ça devait demander une énergie folle. Mais le livre évoque aussi que la sphère personnelle, elle, était aussi en pleine tempête à ce moment-là. Oui, c'est un aspect qu'il aborde, avec une certaine pudeur, mais il ne l'occulte pas. Il parle de sa situation familiale, plus que bancale quand il arrive à l'Élysée. Il compare son foyer à un navire qui prenait l'eau de toutes parts. C'est une image forte. Oui. Il mentionne la pression médiatique intense, les commentateurs qui s'excitent beaucoup. L'annonce du divorce avec Cecilia Siganer-Albiniz est présentée comme un moment très difficile qu'il a géré par un choix assumé de silence public. Il dit « aimer taire, de ne rien dire ». Ça montre aussi la vulnérabilité de cet omniprésident sur ce plan personnel. Comment cette période est décrite? Comme une épreuve personnelle intense, oui, et rendue évidemment plus complexe par l'exposition médiatique maximale liée à la fonction. Sa stratégie du silence public, ça tranche avec l'agitation médiatique ambiante, mais ça souligne surtout la difficulté de gérer l'intime quand on est sous les projecteurs en permanence. Et puis, très vite après ce divorce, il y a la rencontre avec Carla Bruni. Comment est-ce qu'elle raconte cette nouvelle relation? Assez rapidement, en fait. La rencontre, puis le mariage à l'Élysée quelques mois plus tard seulement. Ce qui est surtout mis en avant, c'est la décision de rendre publique leur relation très tôt, lors d'une sortie très médiatisée à Disneyland Paris. Ah oui, tout le monde s'en souvient de ça. Est-ce qu'il présente ça comme un choix subi ou comme une stratégie?
Il semble que ce soit plutôt la deuxième option. Une manière d'essayer de couper court aux photos volées et aux rumeurs en officialisant très vite. Il mentionne au passage les commentaires extérieurs, parfois un peu décalés, comme ceux de Jack Lang à l'époque. D'accord. Et cette transparence, même si elle a été critiquée, il la présente comme une rupture assumée avec les pratiques du passé. Il cite Mitterrand notamment. C'est une autre facette de sa volonté affichée de ne pas jouer la comédie d'un pouvoir froid et insensible, d'assumer aussi la part personnelle de sa vie de président. Il y a un autre épisode personnel qui est marquant, mais qui est resté très discret à l'époque, un problème de santé assez sérieux. Oui, il révèle avoir eu un abcès à la gorge, ça a nécessité 2 opérations au Val-de-Grâce, il raconte avoir dû continuer ses activités avec un cathéter et une perfusion d'antibiotiques dissimulée sous ses vêtements. Incroyable. Ce qu'il souligne surtout, c'est la discrétion absolue de l'équipe médicale militaire. Personne n'a parlé, écrit-il. C'est un rappel assez saisissant de la résilience, à la fois physique et mentale, qui exige la fonction, et de cette nécessité de tenir, même dans des circonstances médicales difficiles, surtout quand on est au sommet de l'État. Si on devait synthétiser l'image qui se dégage de ces extraits sur cette première année, quel serait le mot? Tourbillon. Tourbillon, oui, ça me semble bien convenir. Une activité absolument frénétique sur tous les fronts, international, européen, intérieur, les réformes institutionnelles. Et tout ça entremêlé de défis personnels majeurs. Il utilise lui-même l'expression « étourdissant » autant que « passionnant ». Ce qui ressort constamment, c'est cette primauté qu'il donne à l'action, à l'intuition, à la vitesse. Il le réaffirme. « Mon but était de changer les choses, mon ambition n'était pas de durer. » C'est vraiment l'image d'un président qui veut laisser une empreinte par l'action rapide, décisive. Quelle pensée finale on pourrait tirer de la manière dont il se présente lui-même dans ses mémoires sur cette période précise? L'auteur se dépeint comme animé par une volonté, oui, quasi inébranlable d'agir, de bousculer, quitte à paraître impatient. Il semble profondément convaincu que la France a besoin de cette grande ambition qu'il cherche à incarner. Et que la France est capable du meilleur comme du pire, ce qui nécessite, selon lui, un leadership fort pour la pousser vers le meilleur. Il y a aussi cette idée sous-jacente que la véritable reconnaissance de l'action politique, eh bien, ça prend du temps, et qu'il faut une certaine patience pour en voir les fruits jugés objectivement. Et ça nous laisse peut-être avec une réflexion intéressante pour celles et ceux qui nous écoutent. Ces mémoires dépeignent un leader qui, d'après ses propres mots, trouve son énergie au cœur du cyclone. Il semble presque galvanisé par la crise, par l'intensité. Alors, la question qu'on pourrait se poser, c'est dans quelle mesure cette approche de l'exercice du pouvoir, telle qu'elle est racontée et mise en scène ici, façonne-t-elle non seulement les décisions qui ont été prises à l'époque, mais aussi la manière dont on se souvient et dont on interprète aujourd'hui cette période, pour le moins bouillonnante?